comme vous l'avez dit tout à l'heure, Catherine Ducomanagi, vous êtes en ce moment même à Philadelphia, en Pennsylvanie, aux États-Unis, où vous vivez depuis des années, même si vous êtes originaire de Suisse. Donc il y a en effet 6 heures de décalage. On vous remercie d'avoir fait en sorte de pouvoir intervenir à cette journée sur Zoom. Vous étiez connecté tout à l'heure à 13 heures pour nous, ça voulait dire à 7 heures du matin pour vous. Merci de cet effort. Vous êtes professeur associé au programme de thérapie familiale de la Drexel University de Philadelphia. Vous êtes médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie d'enfants et d'adultes, et vous êtes thérapeute familial d'orientation contextuelle, donc une orientation que vous présentez, que vous développez à l'international. On vous invite dans de nombreux pays francophones et autres. Votre mari, Ivan Bozormeni-Nagy, décédé en 2007, est le fondateur de cette approche contextuelle. C'est un des grands pionniers de la thérapie familiale et plus largement de la psychothérapie et de la psychiatrie. On lui doit, les professionnels, les psys, les travailleurs sociaux ne savent pas toujours qu'ils lui doivent des concepts qu'ils utilisent régulièrement, comme les concepts de parentification, de conflit de loyauté, clivage de loyauté, etc. Vous êtes vous-même l'auteur d'un ouvrage qui est devenu un classique, Ces loyautés qui nous libèrent, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, ce thème de la radicalisation n'est pas le thème le plus habituel pour vous, mais vous avez fait une conférence remarquée sur ce thème à un colloque de l'EFTA à Toulouse en 2018, qui a peut-être d'autant plus touché le public. Vous y aviez évoqué une situation de conversion fondamentaliste dans votre propre famille, d'ailleurs à Strasbourg, si ma mémoire est bonne. Et on sait que ces questions de loyauté sont essentielles, comme il a été dit en introduction tout à l'heure, dans ces situations de mandat familial, de volonté de se séparer, de radicalisation, etc. Donc on va vous laisser la parole pour environ 1 heure d'intervention sur le thème des loyautés familiales et de la prévention de la radicalisation des jeunes. Et donc on espère avoir le temps pour des échanges en cours de présentation avec Serge Effez et avec nous tous. Ensuite, je vous laisse la parole, Catherine Ducomanagi. Merci d'abord beaucoup pour votre introduction. Et je m'excuse auprès de vous et de votre collègue qui a présenté ce matin en France pour ne m'être pas levé dans la nuit pour vous entendre. Donc, c'est le premier. Je dois d'abord m'excuser de cela. Voilà. Maintenant, je vous remercie beaucoup de votre introduction. Et alors, en fait, en reprenant la présentation de Toulouse, j'arrive sur un point qui est quelque chose que j'aurais présenté assez différemment aujourd'hui par rapport à donc, mon intérêt pour la question de radicalisation, et je vais revenir là-dessus rapidement. Donc, j'ai eu 2 pistes au départ qui m'ont amené à un certain intérêt pour cette radicalisation. La première piste a été celle de mon travail de plus de 20 ans auprès de jeunes qui ont présenté des troubles des conduites. Alors là, peut-être que je ne rejoins pas totalement la manière dont... Enfin, j'ai une expérience différente de ces jeunes avec des troubles des conduites, dans le sens où, en fait, je ne me suis pas trouvée dans des situations de jeunes dans l'emprise de gangs, par exemple. Donc, par rapport à cette notion de
de loyauté groupale liée aux troubles des conduites, ça n'a pas été du tout mon expérience clinique, ça a été vraiment des expériences de parcours beaucoup plus individuels. Donc, par contre, ce qui est frappant pour moi, donc j'ai une expérience de plus que 20 ans où je n'ai vu pratiquement que des jeunes représentants des troubles des conduites. J'entends, c'était mon pain quotidien de médecin d'institution où ces jeunes étaient placés. Et puis ensuite, dans mon travail clinique, enfin, dans mon travail avec des jeunes sans-abri, des sans-domicile fixe de 18 à 21 ans. Donc, j'ai passé toute ma carrière aux États-Unis à m'occuper de jeunes entre 14 et 21 ans. Et je fais un petit passage sur l'âge de 14 ans, qui est l'âge du consentement au traitement pour les jeunes qui est non pas de 18 ans, mais de 14 ans en Pennsylvanie, pas dans d'autres États, ce qui nécessite donc, quand on travaille avec des jeunes qui présentent des troubles des conduites, d'avoir leur autorisation pour utiliser ce diagnostic, donc qu'ils reconnaissent que c'est le diagnostic qu'on leur donne et qu'ils acceptent le traitement qui soit la psychothérapie, la thérapie familiale, etc. Ou les médicaments dans certains cas, s'il y avait une indication à un traitement psychotropique pour une raison ou une autre qui serait pas directement lié aux troubles des conduites, mais à d'autres problèmes qu'ils présentent. Donc, j'ai vraiment eu cette très, très longue expérience de dialogue avec ces jeunes qui présentaient des troubles des conduites. Et dans ce sens-là, de me poser la question de ce que mon expérience d'aide à ces jeunes qui présentent des troubles des conduites à travers la thérapie contextuelle pourrait aider à aborder les problèmes de jeunes qui présentent des troubles des conduites, disons en France maintenant, avec l'idée que si on peut les aider à refaire une reprise évolutive dans laquelle ils peuvent se réengager dans une position positive par rapport à la société, ça je pourrais revenir un petit peu plus dans les détails, mais ça va pas être, je ne vais pas choisir ce sujet d'une manière très très spécifique. Donc, dans la thérapie contextuelle offre des visions qui permettent d'aider ces jeunes, et je me posais la question de savoir si cette expérience-là pouvait jouer un rôle dans la possibilité d'éviter le parcours de ces jeunes qui se radicalisent ensuite en prison. Donc ça, c'était une hypothèse faite depuis ici, dans la réalité d'une pratique où je rencontrais ces jeunes-là quotidiennement, mais où je n'ai pas rencontré du tout les familles radicalisées dont parle Serge Efes. Et donc, j'ai appris vraiment à connaître ces familles radicalisées, vraiment par mes lectures, entre autres de son travail avec Donia Bouzard. Donc, là, je dois avoir une position relativement modeste qui est que je vous offre des pistes qui peuvent permettre à ce moment-là, à réfléchir sur ces situations et à peut-être trouver des pistes d'intervention qui en partie vont d'ailleurs dans une même direction que celle que mentionnait Serge Efes, mais à partir de données plus précises sur la notion de loyauté et sur la notion sur les apports de la thérapie contextuelle. Quand on vous parlez de ma propre famille, et là, c'est vraiment, je leur dois, et là c'est ma loyauté familiale, une correction sur la manière dont j'avais parlé de cette situation en termes de fondamentalisme. Et en fait, avec l'apprentissage que j'ai aussi fait, c'est vraiment de faire cette distinction entre fondamentalisme de type de dérive salafiste et des choses comme ça, qui n'est pas du tout le cas de ma famille, mais qui est le cas de la pratique stricte de l'islam. Donc là, encore une fois, effectivement, donc j'ai été interpellée par la question de la conversion à l'islam, par la conversion de deux cousines qui se sont converties à l'islam déjà dans les années 1980 à Strasbourg, dans leurs études à Strasbourg, à l'époque de toute la question de la guerre de l'Afghanistan avec la guerre avec les Russes, donc c'est une très très ancienne, et de travail humanitaire dans leur et dans ce sens-là, donc, c'était une interpellation parce qu'effectivement, dans ma famille, il y a eu des questions de religion plutôt compliquées, c'est-à-dire, je suis issue d'une famille suisse-romande, d'où, du côté de mon père, du commun de paysans d'un grand-père qui avait une ferme dans le Jura-le-Châtelois, protestant classique, disons, de la région.
avoir deux enfants qui ont été très particuliers, puisque sur cette ferme du Jura neuchâtelois est issue ma tante qui est devenue pianiste et qui est partie directement à Vienne de Neuchâtel sans avoir jamais passé à Genève avant la Deuxième Guerre mondiale, et d'un papa, dont mon père, qui est devenu artiste et aussi écrivain pamphlétaire et aussi du reste caricaturiste. Et donc, toute la question même des caricatures m'interpellait par rapport à son travail. Et il est décédé à l'âge de près de 100 ans, il y a une dizaine d'années. Donc, il y a eu d'ailleurs une scène assez rigolote par rapport à mon mari qui malheureusement était en fauteuil roulant, où, si je me souviens, un des thérapeutes dans un congrès, on demandait à mon père, mais vous connaissez le professeur Nagy? J'ai dit, bien sûr, c'est mon beau-fils. Donc, il avait... donc, voilà. Alors, par rapport à cette conversion, donc, il y a eu cette question du protestantisme, de mon père qui est devenu athée et pamphlétaire, et d'une mère qui était issue d'une famille adventiste, de l'adventisme qu'elle avait quitté, et ensuite d'un cousin qui s'est établi comme médecin à Belfort, qui avait quitté l'adventisme, d'une maman qui était luthérienne, et donc ensuite de deux filles converties à l'islam, et qui sont des cousines dont je suis très proche, je suis en particulier proche de leurs enfants, et de leur famille, de la famille d'Alliance, puisque en fait ils se sont mariés, cette génération-là, avec des familles aussi converties de Strasbourg qui m'auraient extrêmement généreusement accueilli si j'étais venue en présentiel en Alsace maintenant. Et donc, si on veut, c'est vraiment en fait de redécortiquer cette question de qu'est-ce que représente la conversion dans une famille, de la conversion dans une forme stricte, et justement de la distinction maintenant entre cette forme stricte, les formes disons, on avait de la radicalité de formes beaucoup plus différentes dans le type salafisme, etc., qui n'est pas du tout le cas dans ma famille. Et par contre, la question de la radicalisation qui va dans l'évolution, qui peut aller justement jusqu'au terrorisme et à toutes les situations qu'on a décrites des jeunes qui sont partis en Syrie. Donc, je voulais vraiment faire cette précision parce que cette interrogation, elle est vraiment liée à toute cette articulation des différents changements de religion dans une famille. Et pour ce qui est de ma part, qui est en fait, comme me disait un ami très, très gentil, me disait que j'étais Buddhist light, comme le Coca light. Donc ça fait encore partie de l'addition de mon parcours. Voilà. Alors maintenant, on a dégagé donc le terrain sur cette question-là où je veux vraiment détailler un petit peu plus mes réflexions par rapport à ce mouvement de conversion. Mais maintenant, je passe au vif du sujet, et qui est donc de reparler des contributions de mon mari, donc qui est décédé en 2007, dont on aurait fêté le centenaire cette année. Et c'est le moment de m'arrêter sur la question sur la nouvelle que je viens que Serge Effès nous a communiqué maintenant du décès de Moni El-Kaïm, qui m'attriste beaucoup parce que Moni El-Kaïm a vraiment été quelqu'un qui a vraiment été très respectueux de la thérapie contextuelle, et en particulier de mon mari. C'est lui qui l'avait rendu membre d'honneur de l'EFTA. Donc, ça me touche d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui. Voilà, donc ce qui est important pour parler du travail de mon mari, donc ça va être de présenter un petit peu la thérapie contextuelle pour pouvoir comprendre comment se présente la question des loyautés familiales. Mais avant d'aller plus loin, je vais aussi dire qu'il y a un autre élément du travail de mon mari qui n'est pas du tout connu, qui est son travail sur le terrorisme. En fait, il a été, c'est très clair, il a été le premier auteur à écrire sur le terrorisme dans le monde entier de la thérapie familiale, et très particulièrement son travail-là n'est pas du tout connu, parce qu'en fait, il n'a pas été publié en anglais, mais en allemand, dans la revue allemande de thérapie familiale qui était dirigée par Helm Stirlin à l'époque. Et donc, c'est un texte qui a un petit peu disparu de la circulation, qui date de 1978, qui s'appelle, si on traduit le texte en français, « Loyauté groupale comme motif de terrorisme politique ». Donc, on parle ici d'une situation qui est celle du terrorisme politique, qui est quand même très différent
quand on parle de terrorisme politique, on parle de l'IRA, on parle du PLO, on parle de tous ces mouvements où où le terrorisme a été utilisé pour promouvoir la cause d'une minorité. Donc, c'est dans ce sens-là un terrorisme qui est comme extrêmement différent des jeunes qui s'engagent dans Daesh et des actions qu'on retrouve à l'heure actuelle, du terrorisme qui s'est présenté à Paris, qui s'est présenté dans tout autant d'autres circonstances actuelles. Mais ça reste tout de même un intérêt, pour moi, son article reste quand même d'un intérêt important par rapport à quelques-unes des solutions qu'il évoque comme solution de prévention de ce terrorisme politique. Donc, on ne peut pas dire que ça va être directement en lien avec la question du terrorisme dont on parle ici, mais je pense qu'il y a des pistes qu'on peut suivre. Donc, je vais aussi être concernée par la question du terrorisme à travers cette notion-là. Donc, pour ce qui est donc de la thérapie contextuelle, ce qui est particulier au travail de mon mari, c'était qu'en fait, il s'était placé, il a fait partie des pionniers de la thérapie familiale, avec, comme tous les pionniers de la thérapie familiale, ce mouvement d'un déterminisme individuel de nos comportements vers la découverte d'un déterminisme systémique de nos comportements. Donc ça, la découverte, par exemple, de la théorie générale des systèmes, les théories de la communication, tous ces éléments-là font partie de son bagage, comme tous les pionniers de la thérapie familiale qui se sont appuyés sur la théorie générale des systèmes pour trouver un outil de description des phénomènes qu'ils observaient en recevant des familles plutôt que de recevoir des individus isolés. Donc là, la thérapie contextuelle a un fond commun avec la thérapie familiale systémique en général. La différence est par contre, elle est de deux éléments. C'est que d'une part, il a souhaité conserver une place pour les déterminants biologiques de nos comportements. Il a été, on ne le sait pas non plus beaucoup, il a été un chercheur qui en fait a consacré 6 ans de sa vie à la recherche en biochimie. Il a eu une formation de biochimie physique en même temps que la fin de son travail en psychiatrie en Hongrie. Et quand il est arrivé comme émigré politique en Amérique, il a passé les 6 premières années de sa vie dans la recherche biochimique, avec l'idée de trouver les marqueurs de la schizophrénie. Et c'est quand il a abandonné ces recherches-là qu'il a repris le travail en recherche sur la schizophrénie, mais du point de vue clinique, et qu'il a abouti à recevoir des familles et à mettre en place ses idées. Et donc, il arrive à un modèle à 5 dimensions de ce qu'il appelle la réalité relationnelle, donc une dimension des faits qui est liée à des variables de données psychologiques, socio-historiques de notre vie, la dimension psychologique individuelle avec les variables qui sont liées à notre fonctionnement conscient ou inconscient, donc le respect en fait de tout ce qui était les apports de la psychothérapie en général, de la psychanalyse. Et là, il y a une confusion peut-être en France sur le fait qu'il n'a jamais été psychanalyste, mais qu'il a voulu laisser une place à ces déterminants dans son modèle de la thérapie. La dimension des transactions, c'est la dimension systémique classique, avec toutes les questions de hiérarchie de pouvoir, transactions, etc. Et puis ensuite, la dimension de l'éthique relationnelle qui va être très particulière à cette approche, sur laquelle je vais revenir puisqu'elle est en lien direct avec la loyauté familiale. Et puis une dimension ontique, qui est une dimension qui est liée à ce qu'il appelle la définition relationnelle du soi, où on pourrait dire en vignette, pas de soi sans un autre, pas d'autre sans un soi. Et donc, dans ce sens-là, une variable qui est liée au fait que nous sommes, dans cette définition du soi, dans la nécessité d'être en lien avec l'autre pour assurer la continuité du soi. Alors, je vais maintenant passer à la thérapie, à la question donc de l'éthique relationnelle, qui est donc liée à pour lui à une caractéristique humaine que nous avons tous, de faire le compte de ce que nous donnons et de ce que nous recevons aux autres, de ce que nous investissons dans nos relations avec les autres, et donc d'une attente de réciprocité et de justice dans nos relations avec les autres. Et dans ce sens-là, pour lui, cette attente de justice
est une particularité humaine qu'on retrouve chez tout le monde, avec bien sûr la question de la manière dont on attend la manifestation de ce retour de justice, mais l'idée donc d'une attente de justice qui devient un déterminant de nos comportements envers les autres, et donc d'un déterminant qui s'ajoute aux autres déterminants, qui sont justement ces déterminants biologiques, systémiques et psychologiques. Donc, si on parle de cette attente de justice, elle se manifeste en tant qu'attente d'équité, donc de réciprocité, de recevoir quelque chose en retour pour ce que l'on donne, et puis d'autre part de loyauté. C'est là qu'on parle maintenant de loyauté. Donc ici, on peut définir la loyauté de deux manières différentes. On peut la définir comme une forme de fidélité à des règles établies, mais en thérapie contextuelle, elle est avant tout basée sur la réciprocité et sur l'engagement. Elle est basée sur notre redevance vis-à-vis des gens qui se sont engagés pour nous. Et donc, cette redevance se manifeste par notre engagement à nous à faire passer les intérêts des gens qui nous ont aidés avant ceux des autres. Donc, on peut dire à ce moment-là qu'en fait, la loyauté parentale, la loyauté d'engagement du parent envers l'enfant précède la loyauté filiale, qui est la loyauté de l'enfant envers le parent. Et donc là, elle est basée réellement sur l'équité et sur le fait d'honorer, si on veut, ce qu'on a reçu des autres à travers le fait de leur donner une place prioritaire par rapport à d'autres gens. Donc, dans cette définition, la loyauté devient une notion triangulaire, parce qu'elle est inséparable de la notion de conflit de loyauté. Et dans ce sens-là, la meilleure illustration par rapport à ça, c'est donc le dilemme, ce qu'on appelle le dilemme cornélien, donc l'histoire du Cid de Corneille, de Racine, je m'excuse. Allez, je me reprends. Alors, donc, le texte qui dit « Il faut venger un père et perdre une maîtresse », réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. De deux côtés, le mal est infini. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père qu'avant qu'à ma maîtresse. Et là, Rodrigue, dans l'histoire, résout le conflit de loyauté en décidant de privilégier la loyauté verticale, la loyauté à sa famille d'origine, par rapport à la loyauté horizontale, la loyauté à sa bien-aimée. Donc, l'idée ici, c'est de postuler que par définition, puisque la loyauté est une forme d'équité dans laquelle on fait plus de place à ceux qui nous ont le plus aidés par rapport à ceux qui nous auront le moins aidés, mais que dans la vie courante, on se trouve dans des situations où on a reçu cet engagement de la part de plusieurs personnes, on l'a reçu de la part de ses parents, on l'a reçu de la part d'amis, on l'a reçu de la part de son conjoint. Donc, il se trouve en fait qu'il y a un élément inéluctable de la loyauté dans le sens où elle est triangulaire, elle implique automatiquement le conflit de loyauté. Et dans cette partie aussi triangulaire, ce qui est très important, c'est que la loyauté a un effet systémique dans la mesure où chaque offre de loyauté redessine en fait la frontière entre le groupe ou l'individu à qui on offre sa loyauté et les autres gens, les personnes qui ne reçoivent pas notre loyauté. Donc c'est là que la loyauté joue un rôle important dans la question de l'homéostasie familiale, puisque chaque offre de loyauté ou chaque demande de loyauté ramène à redéfinir ces limites de la famille par rapport aux autres systèmes. Et alors, dans la famille, en fait, si on peut dire l'homéostasie familiale au sens de ce que la famille perdure au cours du temps, elle n'est pas simplement dépendante de la loyauté des membres de la famille, parce que, par exemple, les liens de sang sont ineffaçables, donc on va rester membre de sa famille, qu'on casse tous les liens, qu'on parte au fin fond de la terre ou pas, on va rester fait biologiquement par ces gens-là. Et puis, du point de vue légal, des enfants ne peuvent pas divorcer de leurs parents. Et donc, il y a des liens légaux de filiation qui maintiennent les liens familiaux, quelle que soit
les intentions de les rompre ou de ne pas les rompre. Donc, en fait, la famille est moins vulnérable à la déloyauté que les groupes non familiaux. Et c'est là que c'est très important de rappeler cette particularité des groupes, c'est qu'ils dépendent de notre loyauté et qu'à part notre attachement émotionnel aux membres du groupe, finalement, le groupe ne peut persister qu'à travers la loyauté, et que c'est dans ce sens-là que le groupe est beaucoup plus tenté d'imposer sa loyauté par la force pour ne pas perdre ses membres. Et alors on le sait, par exemple, dans les armées, que la désertion, on dit ça, la défection, la désertion est punie de mort. Les déserteurs sont punis de mort. Et donc, dans ce sens-là, se rappeler donc que de cette dynamique de groupe qui a beaucoup plus parfois d'exigences de groupes non familiaux, qui ont parfois beaucoup plus d'exigences de contrôle sur les membres du groupe, que finalement la famille qui pourrait encore dire « cours toujours mon lapin, c'est quand même nous qui t'avons fait », si je peux dire comme ça. Voilà, alors maintenant, par rapport aussi à la présentation de Serge Effès, je vais revenir sur un autre aspect des loyautés, qui est en fait, donc, du point de vue de la thérapie contextuelle, la loyauté, c'est essentiellement issu de l'éthique relationnelle et donc de l'attente de réciprocité. Et dans ce sens-là, quand on parlait de culpabilité tout à l'heure, le fait de ne pas honorer cette loyauté quand on a été redevable à des gens qui se sont réellement engagés par rapport à nous, en fait, serait une culpabilité existentielle, serait une réelle culpabilité de nous montrer inéquitables par rapport à des gens qui se sont montrés équitables envers nous. Donc, la déloyauté qui serait basée, qui serait issue d'un refus d'honorer notre loyauté dans le sens d'avoir réellement reçu l'engagement de ces gens, serait une réelle culpabilité, une culpabilité existentielle, alors qu'on peut avoir une autre culpabilité sur laquelle je vais revenir maintenant, qui est probablement celle dont on peut parler au sens de la culpabilité des jeunes dans le moment aussi de leur séparation des parents. Donc, ça m'amène maintenant à présenter ce qu'on appellera les 5 dimensions de la loyauté. Ça veut dire de reprendre la question de la loyauté selon le modèle de ces 5 dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, avec une dimension des faits qui est que ce sont donc les liens biologiques qui définissent notre famille et que nous avons une tendance à offrir notre loyauté à nos parents de sang, même quand ils ne l'ont pas mérité. J'y reviendrai par la suite, dans le sens où les travailleurs sociaux connaissent tout à fait la question de la loyauté des enfants à des parents qui ont disparu de leur vie, à des parents même qui les ont éventuellement maltraités. Et là, par exemple, on ne peut pas parler de loyauté basée sur le mérite des parents, parce que des parents qui maltraitent leurs enfants, qui les abandonnent, ne mériteraient pas cette loyauté au point de vue de la dimension de l'éthique relationnelle. Maintenant, du point de vue de la psychologie, et c'est là qu'il y a un point que j'ai dû reprendre maintenant, qui a à voir avec ce que Serge Effès a présenté. Du point de vue de la psychologie, nous intériorisons les attentes de nos parents et nous nous sentons coupables quand nous ne répondons pas. Et donc, cette culpabilité-là est une culpabilité du même ordre que la culpabilité par rapport au surmoi décrite chez les psychanalystes. Donc, c'est une culpabilité interne, inconsciente, liée au surmoi. Et ici, Benjamin parle de surmoi anti-autonome. Donc, c'est une intériorisation inconsciente des attentes des parents de ne pas les quitter. Et là, en fait, on peut avoir différents degrés de cette attente chez les parents. Je pense que tous les parents ont quand même une difficulté à investir dans la vie d'un enfant et ensuite le voir grandir et partir. Et donc, tous les parents doivent pouvoir passer par un processus de deuil face au fait que l'enfant va grandir et va les quitter.
Donc, cette capacité de deuil est nécessaire pour que cette séparation se fasse. Et si les parents ont des vulnérabilités particulières liées à leur propre histoire, à ce moment-là, le départ de l'enfant va devenir très difficile à accepter. Ce deuil ne va pas se faire et l'enfant aura ses messages officiels en disant en tout cas j'espère que tu ne me quitteras jamais, ou des messages instillés d'une manière inconsciente où il va se sentir coupable de quitter ses parents. Et c'est là qu'on peut avoir même ce qu'on appelle la collusion pour l'évitement du deuil. C'est que dans une famille, par exemple dans un couple, les deux parents devraient petit à petit faire le deuil du fait qu'ils doivent voir leurs enfants grandir et quitter le nid familial. Mais dans des situations de collusion, il peut y avoir une personne qui officiellement se présente comme une personne tout à fait capable de faire ce deuil, alors que l'autre ne l'est pas. Mais en fait, du point de vue systémique, tant que toutes les personnes dans la famille sont capables de faire le deuil et d'aller vers cette séparation ne se passera pas. Donc ici, je pense qu'on est très près de la question de cette emprise familiale dont parlait Serge Éphèse, qui est vraiment liée à des éléments qui ne sont pas entièrement conscients. Maintenant, dans la question des transactions, dans la dimension des transactions, on obéit aux lois et aux traditions qui sont en vigueur dans notre famille pour ne pas être attaqué ou rejeté. Et dans ce sens-là, la déloyauté est punie de manière officielle. Par exemple, si tu épouses tel et tel, je te déshérite. Si tu changes de religion, je ne te parlerai plus jamais. Et donc là, on a une loyauté qui est basée sur l'emprise au sens transactionnel du terme. Donc, pas sur une emprise inconsciente liée à cette intégration de l'attente du parent de ne pas se séparer, mais là, une emprise officielle est annoncée qui est si tu me quittes, je te punis. Donc, maintenant, on revient à la dimension donc, de la loyauté basée sur une réelle redevance et sur une réelle justice qui est d'aider ceux qui nous ont aidés. Et puis, dans la dimension qu'on appelle la dimension ontique, cette dimension qui est liée à la définition dialectique du soi, on est alors là dans une définition de la loyauté qui est qu'elle assure que l'offre de loyauté qui amène la personne qui reçoit cette loyauté dans un lien avec nous, donc la loyauté crée un lien soi-autre qui permet à ce moment-là une plus grande définition du soi et pour l'autre la même chose, en étant en lien par loyauté avec nous, d'avoir pour eux aussi une plus grande définition du soi. Et que dans ce sens-là, dans la mesure où, dans ce sens-là, on a une définition en fait presque paradoxale de l'autonomie, c'est que la vraie autonomie du soi va dépendre de la relation où la vraie autonomie du soi s'établit dans une relation donc soi-autre, où c'est le contraste avec l'autre qui permet l'autonomie du soi et donc la nécessité que l'autre soit présent pour pouvoir assurer cette autonomie du soi. Et donc, dans ce sens-là, c'est ce lien qui libère. Donc, on arrive ici à ce mythe que si on est pris dans un lien familial, pris dans un lien, si la tâche de loyauté peut nous entraver dans notre autonomie et que ce serait à ce moment-là seulement la déloyauté qui nous permettrait de nous libérer de ce lien, alors qu'ici, en fait, l'idée, c'est que c'est notre offre de loyauté qui devient une source d'augmentation de la valeur de soi, une source de définition de soi qui nous permet une plus grande individuation et une plus grande autonomie. Donc, si on travaille si on résume qu'au point de vue clinique, la loyauté familiale entraîne une série de problèmes qui se situent autour des conflits de loyauté, de la loyauté clivée et de la loyauté invisible, le travail autour des loyautés familiales va se situer autour de la nécessité d'évaluer quels sont les déterminants de la loyauté familiale qui sont en jeu,
par rapport, par exemple, la loyauté basée sur un sentiment de culpabilité inconscient ou la loyauté basée sur la crainte de représailles. Et puis ensuite, évaluer de quelle manière notre loyauté peut être exprimée envers les autres qui ne soit pas d'une manière destructive. Et donc, c'est là que je parlais tout à l'heure, quand on a eu l'occasion de parler avec M. FS, c'est de dire qu'il y a plusieurs manières d'être loyal. On peut continuer la religion de ses parents, on peut s'engager dans la même ligne humanitaire que ses parents, on peut simplement passer à la maison tous les dimanches pour voir ses parents, ou bien quand on est totalement coupé de ses parents, on peut continuer à choisir des valeurs qui étaient les leurs plutôt que des valeurs d'autres gens. Et là, il faut se rappeler ce qui est très particulier de la loyauté, c'est qu'elle est un lien immatériel qui nous met en lien avec des gens sans qu'il soit nécessaire d'être sur Skype ou d'être sur Zoom pour pouvoir être en lien avec eux. Donc, par rapport à ça, par exemple, pour ce qui était de mon mari, par exemple, le fait, il est parti en exil sans avoir pu avoir aucun contact avec ses parents pendant toute la période du communisme où des gens qui avaient des enfants exilés pouvaient être mis en prison parce qu'ils étaient des complices anti-régime, si on peut dire. Donc, même d'écrire des lettres à des parents au pays n'était pas possible, était dangereux. Mais par contre, par exemple, le fait qu'il n'a pas anglicisé son nom en écrivant, par exemple, NODGE, ou John Notch, par exemple, était une forme de loyauté à ses parents que son père n'a pas apprise, par exemple, puisqu'il est décédé avant que la situation lui permette de rentrer en Hongrie et de retrouver sa famille, en particulier sa maman. Donc, encore une fois, les termes de cette loyauté sont extrêmement flexibles et c'est ce qui nous permet justement d'aider les gens qui sont pris dans des conflits de loyauté, en difficulté, à trouver des termes qui ne soient pas destructeurs pour eux ou pour les relations futures. Et là, j'insiste sur la question de ce qu'il appelle le mandat pour la postérité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est une expression de la loyauté qui ne soit pas destructive pour les générations suivantes. Et que dans ce sens-là, dans la mesure où on est capable de protéger les intérêts du futur, on n'est pas déloyal à des parents, même si on refuse de continuer ce qu'ils exigeaient de nous. Parce qu'en fait, c'est en protégeant les intérêts des générations futures qu'on donne une chance à ses parents d'avoir un ancrage dans le futur. Alors que si on reproduit aveuglément leur comportement, on pourrait arriver à des situations qui entraveraient ces chances, qui donneraient moins de chances au futur. Par exemple, si on a la mauvaise idée de croire qu'on est obligé, beaucoup de thérapeutes ont cette mauvaise idée de la loyauté, qu'un enfant serait obligé par loyauté de reproduire les comportements maltraitants d'un parent, par exemple. Ça veut dire que si cet enfant reprend les attitudes maltraitantes d'un parent, il va perdre la garde de ses enfants, comme ça a été le cas la génération future, et les choses vont s'aggraver de plus en plus, et donc il n'y aura pas une vraie continuité de la famille dans la construction, et que l'enfant qui pourrait arriver à justement voir que là, ses parents ont eu des limites qu'il s'agit de surmonter et de faire autrement, donne en fait plus de sens à ses parents d'avoir des petits-enfants qui vont bien que s'ils continuaient de maltraiter ses enfants comme ses propres parents. Donc, on est en fait libre de ne pas être loyal à des parents quand on donne justement plus de chance au futur que l'on l'aurait fait en nous enferrant à imiter leur comportement. Donc ça, c'est un point qui paraît très, très important. Alors, je vais maintenant aller plus loin dans la question donc, des problèmes de loyauté familiale qui pourraient avoir quelques liens donc, avec une évolution possible vers la radicalisation. Donc, on a vu qu'il y a des conflits de loyauté qui sont inévitables, qui sont liés à la vie courante. Par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, on est attendu chez nos parents, on est attendu aussi par nos beaux-parents. Si pour une raison ou une autre, même, par exemple en couvent, quand on ne peut pas inviter tout le monde ensemble
ne serait-ce par exemple avec l'histoire du Covid et du fait qu'on peut être limité dans le nombre des gens qu'on pourrait inviter, il faudra choisir qui on n'invite pas. Et là, en fait, le conflit de loyauté, il est résolu par une sorte de succession où on dit, bon, cette année, je vous invite, l'année prochaine, je viendrai chez vous. Et en fait, au cours du temps, on est loyal par le fait d'être loyal successivement à chacune de ces personnes au cours du temps. Donc ça, c'est des attentes qui sont des conflits de loyauté inévitables. Par contre, il y a d'autres conflits de loyauté qui résultent pour d'attentes discordantes des parents par rapport à des enfants et qui peuvent à ce moment-là entraîner l'enfant dans un vrai conflit de loyauté. Par exemple, si autour des fêtes, un adulte, deux parents séparés disent « écoute, tu viens chez moi », l'autre dit « non, tu viens chez moi », s'ils ne se mettent pas d'accord, l'enfant va se trouver dans un conflit de loyauté. Et donc, ici, ce n'est pas aux enfants de trouver une solution par rapport à ces conflits-là, mais aux adultes de se mettre d'accord pour en créer une. Et donc, on peut aussi se trouver dans cette situation, non pas simplement d'enfants, mais de jeunes adultes qui sont pris entre les attentes discordantes d'un parent et de l'autre. Donc, par rapport à ça, si on n'offre pas à l'enfant des solutions, il risque de devoir en inventer lui-même, et dans ce sens-là, il s'agira d'une parentification, puisqu'en ce moment-là, il devra trouver une solution, lui, comme enfant, à celle que les adultes ne lui offrent pas. Donc, il y a une sorte de parent qui essaye de gérer ces conflits entre les deux personnes. Et alors, il y a différentes situations, c'est-à-dire qu'il y a des situations où ces conflits laissent des traces à vie, mais qui sont plutôt banales. Là, je pense à un exemple qui est une amie qui est décédée à presque 100 ans et elle ne buvait que du café. J'oubliais parfois qu'elle ne buvait que du café et je lui disais, est-ce que je te fais un thé ou un café? Elle me regardait en rigolant et me disait, écoute, rappelle-toi, je ne bois que du café parce que quand j'étais petite, mon père ne buvait que du thé noir, ma mère ne buvait que du thé vert. Ils se bagarraient pour savoir quel thé j'allais boire et j'ai refusé de boire du thé depuis lors et je ne bois que du café. Alors là, mais c'est très frappant. Je veux dire, c'est une femme qui était une thérapeute de famille très connue, enfin très, très connue à Philadelphie, et en fait, qui a décidé de s'en tenir à sa solution qui était de ne plus boire de thé du tout. Maintenant, si on trouve des enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans des situations plus difficiles, ils peuvent se trouver à ce moment-là pris dans une situation qui devient injuste pour eux. Et cette injustice liée à la parentification, dans ces situations, dans d'autres situations de parentification, où l'enfant, comme disait Serge Fès, par exemple, dans la situation de cette famille, doit donner une raison de vivre à ses parents plutôt que ses parents lui donner une raison de vivre, cette parentification constitue une injustice. Et cette injustice peut amener à un moment donné ces jeunes à dire « je ne vois pas pourquoi moi je m'adapterai aux autres quand les autres ne s'adaptent pas du tout à moi ». Et à ce moment-là, on arrive dans cette direction du trouble des conduites qui est quand même manifesté essentiellement par le refus de prendre en compte les besoins des autres. Donc là, on peut avoir cette piste entre parentification et trouble des conduites. Et là, je n'ai pas le temps, j'ai décidé de ne pas entrer dans ce sujet qui est la manière de travailler avec ces jeunes qui présentent des troubles des conduites. Mais on peut dire en très rapide, c'est que la piste par rapport à ces jeunes, c'est de reconnaître cette injustice d'une part, et d'autre part, de reconnaître une autre injustice qui est beaucoup moins visible, qui est celle qu'à travers le fait, si on peut dire, de se venger ou de refuser de donner quand ils n'ont pas reçu, ou quand ils ont trop donné, ils se privent, eux, de la possibilité de donner, ils s'enferment à réclamer leur dû et ils deviennent incapables de prendre en compte les besoins des autres, de se montrer généreux avec les autres, et que cette incapacité leur cause un préjudice dans le sens où ils sont des gens qui sont non seulement vus comme des accapareurs, vus comme des gens qui sont totalement insensibles aux notions de justice, mais ils se privent
de l'estime de soi qu'on gagne à travers le fait de donner. Et donc, c'est dans ce dialogue avec les jeunes, sur cette question de savoir que finalement, ils sont plus perdants en s'enferrant dans cette réclamation et en s'enflairant à réclamer leur dû et à refuser de donner, que s'ils prenaient le risque de donner de nouveau et de retrouver cette satisfaction intérieure qu'on peut avoir quand on se montre disponible pour les autres. Et ça, c'est donc la piste d'intervention que j'ai suivie, d'ailleurs avec quand même un relativement bon succès par rapport à ces jeunes. Et je vais donc laisser ce sujet maintenant de la parentification et de l'origine du trouble des conduites liées à la parentification, pour rentrer à ce moment-là dans le sujet qu'on a aussi évoqué plus tôt, qui était celui des vrais clivages de loyauté. Et alors là, c'est une version, si on peut dire, extrême du conflit de loyauté, qui survient dans des situations où non seulement l'enfant, le jeune, est pris dans des conflits de loyauté très sévères, mais où en plus, les deux parties attendent de lui qu'il prouve sa loyauté en rejetant l'autre partie. Et donc, là, encore une fois, c'est une situation à laquelle le jeune ne peut plus échapper parce que c'est même plus un conflit de loyauté, c'est le fait de l'impossibilité totale d'exprimer sa loyauté à l'un sans être accusé de déloyauté totale par rapport à l'autre. Et ça, on le trouve, entre autres, dans les situations de parents qui se détestent, dans les situations d'aliénation parentale. Je prends un exemple ici, c'est la maman qui dit à son fils, t'as pas besoin de te fouler d'une carte de fête des mères tant que tu te parles encore à ton connard de père. Ou bien d'un père qui dit, tant que tu parles encore au copain de ta mère, t'as pas besoin de venir en visite chez moi. Donc, à partir de là, l'enfant n'a plus de piste pour même sortir de ce conflit de loyauté. Et à ce moment-là, il y a deux évolutions possibles qu'on connaît au point de vue clinique. Et l'une, c'est celle de la dépression, c'est celle d'être paralysé par la situation, c'est celle qui peut amener parfois même au suicide du jeune. Mon mari pensait à une note de suicide d'un jeune qui disait « J'ai pas pu trouver de solution, j'ai pas pu vous satisfaire les deux, je m'en vais. » Maintenant, l'autre possibilité, et c'est celle donc, je crois déjà évoquée Serge Effès, c'est celle d'une évolution vers, à ce moment-là, un emprunt à un groupe qui va en fait vous permettre... Alors, je reviens en arrière d'une phrase, je m'excuse. Dans ces situations-là, donc, il y a ou bien la paralysie avec la dépression, le possible suicide, ou il y a des jeunes qui arrivent à essayer de mettre chacun des parents d'accord ou à les traiter, si on peut dire, de manière équitable, en se montrant déloyaux, aussi bien à l'un qu'à l'autre, en particulier aussi en les attaquant. Par exemple, on voit des enfants qui cassent la maison aussi bien chez leur père que chez leur mère quand ils sont en visite, des enfants qui battent un parent et qui battent l'autre, donc qui arrivent à des symptômes de troubles des conduites qui font que souvent c'est des jeux qui doivent être institutionnalisés parce qu'ils sont plus gérables à domicile. Mais en fait, si on peut lire leur attitude dans une espèce d'essai de ressortir de cette impossibilité d'offrir leur loyauté d'une manière égale à chacun des deux parents, à travers le fait de traiter aussi mal que possible les deux parents en même temps. C'est une forme d'égalité négative. Et à partir de là aussi, l'autre option, c'est celle de joindre un groupe qui leur réclame une loyauté absolue, et donc d'entrer sous l'emprise d'un groupe qui, à ce moment-là, les arrache à leur famille et leur permet en fait, souvent quand il s'agit de parents, aussi de parents qui sont à ce moment-là indirectement réunis dans leur colère par rapport, ou leur souci éventuellement, par rapport au fait que ce jeune joigne un groupe de ce type, qui peut justement être à ce moment-là un groupe comme Daesh. Donc, on pourrait imaginer que le vrai conflit, le vrai clivage de loyauté au sens défini ici,
peut être une source indirecte de radicalisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé donc de cette question de l'emprise de la famille, de l'emprise du groupe. Donc, Serge Effès en a parlé longuement. Mais ce qui n'est pas clair pour moi, c'est de savoir quel est le nombre des familles dans lesquelles on retrouve un réel clivage de loyauté au sens de ce que j'ai évoqué maintenant. Parce qu'en fait, quand on parle des familles de terroristes dans la littérature que j'ai lue, des familles donc, de jeunes qui se sont radicalisés ou surtout qui sont arrivés au terrorisme, en fait, on ne voit pas vraiment cet élément de l'histoire familiale, ne ressort généralement pas de ces récits de la famille de ces jeunes. Et donc, par rapport à ça, c'est une hypothèse que je fais et que je lance justement par rapport à Serge Effès, qui a beaucoup plus d'expérience de ces familles-là au sens direct du terme. Par contre, j'ai pu avoir une petite confirmation de cette hypothèse-là dans l'examen de dossiers de jeunes qui avaient été signalés dans le cadre de la protection de la jeunesse du canton de Vaud en Suisse, et où on trouvait dans des jeunes signalés plusieurs situations justement d'enfants issus de familles où il y a eu des clivages de loyauté sévères. Donc ça me paraît une hypothèse qui est valable. Maintenant, donc j'arrive à l'autre point ici qui va être celui comment est-ce qu'on peut protéger ces jeunes au sens des interventions cliniques. Alors pour ce qui est des enfants petits, il est parfois nécessaire, ils sont plus en mesure qui sont trop sollicités dans ces conflits dans ces clivages de loyauté, il est parfois nécessaire de leur offrir un endroit de vie plus protégé, par exemple dans une famille d'accueil ou dans un placement thérapeutique pour une période donnée, de manière qu'ils ne soient pas constamment sollicités par leurs parents, puis pendant qu'on fait, si possible, un travail avec les parents. Et puis, pour ce qui est des adolescents, on peut essayer de leur montrer que finalement, ils ont le droit d'exprimer leur loyauté à leurs parents d'une manière qu'ils estiment faisable, et que dans ce sens-là, même s'ils sont attaqués par un parent, quand ils se montrent loyaux à l'autre, ce n'est pas une raison pour s'arrêter d'offrir cette loyauté et inversement de l'offrir aussi à l'autre. Donc finalement, que ce soit eux qui prennent la responsabilité de gérer leur loyauté dans une manière qui fait sens pour eux et de ne pas se laisser arrêter par l'interférence de l'autre parent. Pour ce qui est des parents, c'est parfois très difficile de les motiver pour retravailler ensemble, pour arriver à justement aller dans la direction de diminuer ce conflit ce clivage de loyauté, parce qu'ils sont dans des situations justement où ils se détestent, où ils ne peuvent plus communiquer. Mais on peut parfois aussi les aider à réaliser qu'ils seraient moins perdants en faisant une place à l'autre parent qu'en perdant leur enfant vraiment par le suicide ou par l'affiliation avec des groupes terroristes, par exemple. Donc, ici, c'est vraiment de remotiver les parents à travailler ensemble à travers le fait que si l'enfant est vraiment détruit, finalement, les deux parents sont perdants. Alors, il y a des situations extrêmes où un parent préfère tuer son enfant pour pas que l'autre l'ait. Et là, bien sûr, dans des situations aussi extrêmes que là, j'ai pas de solution à offrir, disons, au moment où ces situations dégénèrent, au point où ce risque est présent. Donc, mais dans quand même des situations qui sont des situations de divorce où il y a beaucoup d'amertume, mais qui est pas, disons, les choses ne sont pas encore complètement rigidifiées, cette piste d'aider les parents à réaliser qu'ils sont moins perdants en aidant l'autre à être un bon parent et en tolérant l'autre qu'en coupant tous les liens avec l'autre parent, peut être une piste relativement constructive, enfin une piste plausible. Voilà. Maintenant, je vais aborder à partir de là, le dernier point de loyauté, de forme de loyauté, qui est la forme de loyauté qu'on appelle la loyauté invisible. Et là, la loyauté invisible, il est nécessaire de la préciser par rapport à des confusions. Et ici, une des confusions, c'est de croire que la loyauté invisible est une loyauté inconsciente. Donc, j'ai présenté tout à l'heure le fait qu'on peut donc
avoir des éléments inconscients de la loyauté qui sont liés à ce qu'on appelait ce surmoi anti-autonome. Mais ici, la question de loyauté invisible se pose différemment. Une des manières de penser à ça, je prends l'exemple des élections, par exemple. Alors, dans les questions des élections, on peut être membre d'un parti et être totalement confortable avec l'idée d'aller voter pour le candidat de son parti. Ou bien on peut être très fâché par la manière dont son parti a fonctionné et décider que c'est le moment de changer et d'élire le candidat du parti opposé. Dans ce sens-là, on parle d'une déloyauté franche. Il ne faut pas oublier que la déloyauté est aussi une possibilité qui existe. Les gens peuvent simplement être déloyaux, un point barre. Alors, par contre, on a beaucoup de gens, on le sait maintenant dans les élections en général, surtout en France, c'est le degré d'abstention. Et dans l'abstention, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne qui reste à la maison, qui ne vote pas, elle est techniquement déloyale au parti dont elle fait partie parce qu'elle n'offre pas elle ne vote pas pour le candidat de ce parti-là. Mais en même temps, indirectement, elle est moins déloyale à son parti que si elle vraiment posait un bulletin pour l'autre candidat. Donc, dans ce sens-là, on peut parler de loyauté invisible parce que en ne votant pas pour l'autre, elle se rapproche du premier, sans pour autant que ce parti puisse reconnaître sa loyauté, puisque en fait, elle n'a pas voté pour lui. Et donc, c'est là qu'on parle techniquement de loyauté invisible, qui est une forme de loyauté indirecte. Et donc, cette loyauté indirecte dans la clinique, on va la trouver dans le cas d'enfants qui sont privés par les circonstances de la possibilité d'exprimer leur loyauté d'une manière directe à leurs parents. Alors, il peut s'agir de plusieurs situations. Il peut s'agir, par exemple, de situations d'adoption où les parents de sang ont disparu, où il s'agit de coupures où les enfants n'ont pas accès à leurs parents. Et donc, dans ces situations-là, l'enfant qui n'a pas la possibilité d'exprimer sa loyauté d'une manière directe à son parent, va probablement avoir tendance à l'offrir d'une manière indirecte en rejetant ou en repoussant les adultes qui l'élèvent. Alors, dans mon expérience clinique, je l'ai vu là autour de jeunes qui adoptaient, qui en fait s'en prenaient au lien avec leurs parents adoptifs, par exemple en volant dans leur porte-monnaie, en s'isolant, en refusant de manger avec eux, et des choses comme ça qui deviennent extrêmement blessantes pour ces parents. Et quand ces enfants ont des comportements qui deviennent destructeurs par rapport à ces parents adoptifs, ils aboutissent souvent à un placement thérapeutique. Et à partir de là, indirectement, ils se rapprochent de leurs parents de sang, puisqu'ils sont éloignés des parents adoptifs. Alors, en fait, c'est une réalité qui est invisible. Les parents de sang, on ne va jamais leur dire « merci d'avoir fait le bazar chez les parents adoptifs ». Les parents adoptifs se sentent très blessés et le jeune est pris dans une institution où il n'a pas envie d'être. Et là, par exemple, des mesures qui peuvent aider à ça, c'est en fait d'aider les parents adoptifs à faire une place aux parents de sang, à imaginer comment ce jeune pourrait être loyal à des parents de sang. Et là, juste pour une toute petit exemple plutôt sympathique, c'était d'une maman qui a finalement pu parler à son enfant adopté qui avait flanqué le bazar, qui était en traitement dans l'institution où j'étais médecin, qui finalement a pu reparler des parents adoptés, des parents de sang, en disant qu'elle savait très très peu de choses sur ses parents, mais qui avait une idée, c'est que son papa était d'origine italienne. Et là, le garçon a dit, alors je veux m'habiller comme lui. La maman adoptive, qui a été dans des très grandes difficultés avec ce garçon, mais qui maintenant réalisait qu'elle pouvait l'aider à trouver ses liens avec les parents de sang qui l'aideraient par rapport à elle aussi, lui a permis de faire des courses pour acheter un pantalon bien taillé. Et l'enfant le jeune est arrivé avec ce pantalon bien taillé à l'école. Ses copains lui ont dit, mais t'as fait quoi tes jeans? Et il a répondu, moi je m'habille comme mon papa parce qu'il était italien.
Et donc, l'idée un petit peu ridicule du pantalon, puisqu'on ne sait pas du tout si ce parent était vraiment italien ou pas, mais le fait que cette maman adoptive lui ait permis, à travers cet achat et ce fait de ce pantalon, d'établir un lien symbolique avec son papa, lui a permis aussi au garçon lui-même de refaire une place à ses parents adoptifs. Et donc, je vais maintenant entrer dans un sujet qui est celui des jeunes, qui me préoccupe beaucoup, qui est celui des jeunes enfants issus du monde du djihadisme et en fait qui sont des enfants qui sont retournés en France et qui sont en fait pris en charge soit par les familles des parents qui se sont engagés dans Daesh, qui sont soit décédés, soit emprisonnés, ou bien éventuellement qui sont pris dans des... comment on appelle ça, qui sont... se trouvent dans des familles d'accueil. Et là, on a le souci parce qu'une grande partie de ces substituts parentaux ont une vision extrêmement négative des parents, qui parfois même décrivent comme des monstres, et ont aussi d'autre part le souci que ces jeunes se radicalisent au final. On voit par exemple même dans les lectures de journaux qui parlent de jeunes comme des bons à retardement, par exemple. Et donc, il y a une idée qui semble être en cours, et là je pourrais le vérifier si c'est vraiment en cours le cas ou pas, mais enfin, une idée qui me fait souci, c'est celle de penser que c'est en éloignant les enfants de leurs parents de sang, en coupant tout contact avec eux, si c'est par exemple des parents qui sont en prison, d'essayer d'éviter qu'ils aient des contacts avec eux, des visites avec eux, et aussi vraiment d'essayer de vraiment les couper de tout ce qui pourrait être des liens avec le monde de ce monde de la radicalisation, avec l'idée donc que plus on les éloigne de ces parents, plus on leur inculque le fait que ces parents sont des monstres, qu'ils ont fait des choses horribles et qu'il faudra absolument pas avoir de contact avec eux, plus on prend le risque que ces enfants qui n'ont pas d'accès à une loyauté directe à leurs parents le fassent à travers la loyauté invisible et qu'ils le fassent à travers le fait de repousser les gens qui les élèvent, de repousser les valeurs des gens qui les élèvent, et en fait, au final, d'arriver exactement au résultat contraire, qui est celui, en fait, de finalement devoir adopter les valeurs de leurs parents, parce que c'est les seules valeurs, les valeurs négatives de leurs parents, qui sont les seules qu'ils connaissent. Et donc, la piste, à mon avis, pour sortir de cette impasse, ce serait vraiment de permettre à ces jeunes de trouver des moyens d'être loyaux à ses parents d'une manière positive. Alors là, on reprend par exemple l'idée qu'un certain nombre de ces parents, ce sont des parents qui se sont radicalisés et qui sont tombés sous la coupe de Daesh au travers leur idée de venir en aide à des familles opprimées, par exemple, opprimées par Assad, des familles qui souffrent en Syrie. Et en fait, qu'on pourrait valoriser chez ces jeunes enfants, leurs enfants, cette notion justement que ces parents ont eu quand même des intentions d'aide dans ce parcours vers la radicalisation, le terrorisme, et en fait pouvoir avoir cette vision du parent comme quelqu'un qui avait une volonté d'aider, comme ressource pour aider ces jeunes à être loyaux d'une manière positive à leurs parents, en devenant par exemple des gens à qui qu'on peut soutenir à entrer dans des démarches de contribution positive à la société, des jeunes qu'on peut aider à entrer à faire des choses positives pour la société. Ou alors si c'est des parents qui avaient un talent particulier, par exemple quelqu'un qui était un bon musicien, qui a abandonné la musique au moment de son engagement dans le djihad, quelqu'un qui avait des bonnes capacités intellectuelles, de favoriser ces éléments-là chez ce jeune, de manière à ce qu'il puisse entrer en lien avec ce parent sur ces aspects positifs du parent. Donc ça, ce sont des pistes que je vous propose. Et donc, puisqu'on avait décidé que je laissais tout de même, qu'on essayait de voir si Cher Jeffès était encore accessible pour une discussion,
je vais laisser ici une place à une discussion, et comme on a, je crois, encore un petit peu de temps avant 4 heures, peut-être d'aller dans une discussion pour quelques minutes, puis ensuite j'aimerais, enfin pas quelques minutes, pas trop court, mais ensuite j'aimerais aussi très rapidement revenir sur 2 points qui me font souci, ou peut-être que je l'aborde maintenant, en fait, peut-être c'est plus simple. C'est le point de la laïcité à l'heure actuelle, de tout le discours sur la laïcité. Et là, peut-être je vais faire ça avant d'entrer dans la discussion, c'est peut-être plus pratique. C'est que dans ce sens-là, là, je m'appuie sur le travail de recherche de master d'une de mes cousines, qui est Safia Khan-Ruf, qui a présenté un travail de master à la London School of Economics dans le département d'histoire internationale, qui s'appelle Liberté, égalité, laïcité, la perception des musulmans français sur la laïcité de 1989 à 2020. Elle a choisi la date de 1989 qui correspond à ce qu'on appelle l'affaire des foulards. Et donc son travail est basé sur l'interview de femmes auprès de familles vivant à Strasbourg et dans les environs. Et en fait, ce qu'elle rapporte, c'est qu'il existe une grande variation dans la perception de cette notion de laïcité, mais que ces familles se posent la question de 2 notions de la laïcité. Une serait la laïcité dans sa définition classique de séparation Église-État, qu'en général, ces familles voient plutôt comme positive. Mais d'un autre côté, d'une notion de la laïcité qui s'est durcie à partir des années 80, et qu'avec là, par exemple, l'interdiction du foulard dans les classes publiques et tout un tas d'autres éléments de séparation Église-État, mais dans une manière beaucoup plus forte, qui est l'absence, donc la nécessité de ne pas présenter des signes d'appartenance à sa religion, en tout cas dans le cadre scolaire. Et dans ce sens-là, elle montre que pour la génération actuelle, cette définition de la laïcité plus rigide, donc qui a évolué au cours du temps, qui risque justement maintenant d'encore évoluer plus loin, peut aboutir à une annihilation et à ce moment-là aussi un renfermement où elle doit, et dans ce sens-là, justement, à l'inverse que la société souhaiterait. Et à partir de là, si on reprend les données de ce que proposait donc mon mari par rapport au terrorisme politique, lié sur une loyauté groupale, c'est la nécessité, en fait, de reconnaître la loyauté groupale des minorités, et la nécessité d'un dialogue entre ces minorités et la société, de manière à pouvoir trouver des solutions qui n'aboutissent pas à ce que les minorités puissent être précipitées à ce moment-là, puissent limiter à ce moment-là à des expressions invisibles de la loyauté qui pourraient être à ce moment-là destructives pour tout le monde. Donc ça, c'est donc peut-être cette dernière piste que je voulais offrir par rapport à la question des loyautés familiales. J'ai très rapidement, c'est très résumé, mais je pense que ça vaut la peine justement d'appliquer ces notions qu'on a évoquées aujourd'hui à la discussion future sur les questions de la laïcité et sur les questions futures par rapport à la prévention du terrorisme lié à la radicalisation. Alors là, je vous remercie vraiment tout le monde de votre attention, et maintenant, j'ouvre vraiment la porte aux commentaires de CGFS et puis surtout aussi donc, à Sébastien Dupont pour avoir maintenant cette discussion. Cet éclairage, c'est-à-dire au fond décrypter la réalité à travers le prisme de la loyauté sur des terrains aussi différents que le communautarisme, que les appartenances familiales, etc., est absolument passionnant. Et j'en ajouterai même une tout à l'heure qui sont les loyautés de genre, parce que mon dernier ouvrage qui est sorti après celui sur la radicalité porte sur les questions de genre, transition, réinventer le genre, et vous m'avez fait penser tout à coup à ce que pouvait être justement la loyauté de genre aujourd'hui. Mais je voudrais rebondir sur votre dernière remarque avec laquelle je suis tout à fait d'accord, et qui est cette question des appartenances, enfin, la façon dont vous avez relié la question de la loyauté à la question des appartenances, qui me paraît absolument fondamentale, et à quel point
une société démocratique doit s'ouvrir à la pluriappartenance et à la possibilité d'appartenir à plusieurs groupes sans créer des conflits. Or, il se trouve que la France est le pays qui a produit, si je peux dire, le plus d'aspirants djihadistes au cours de ces dernières années et que ça pose question, justement, par rapport à la façon dont notre idéal un peu républicain, universaliste, qui est merveilleux hein, dans son éthique d'égalité et de liberté, eh bien, peut se retourner contre lui-même lorsque, justement, il ne prend pas en compte la subtilité et la complexité des appartenances multiples et des appartenances communautaires. C'est-à-dire quand il broie la possibilité des appartenances communautaires et au fait de pouvoir relever de plusieurs réalités, de plusieurs valeurs, de plusieurs appartenances sans que forcément elles rentrent en conflit. Et ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu ces derniers temps, c'est-à-dire que le débat s'est beaucoup crispé, beaucoup, encore plus crispé autour de la décapitation du malheureux Samuel Paty, où là, tout à coup, on devait choisir son camp. Il n'y avait plus de possibilité d'un dialogue un petit peu nuancé entre ces questions de valeur et ces questions d'appartenance. Ça s'est vu notamment autour de cette question des caricatures, c'est-à-dire que soit on était pour, soit on était contre. On ne pouvait pas dire qu'on pouvait trouver les caricatures choquantes tout en continuant à relever d'un idéal républicain et universaliste. Il n'y avait pas de possibilité de nuance et de subtilité par rapport à ça. Alors, qu'on dise que, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes hein, autour de ça, et quand vous leur dites, mais vous avez le droit d'être choqué par les caricatures et de trouver que c'est pas drôle et que c'est choquant et que ça... Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous dites que vous êtes choqué, vous cautionnez le fait qu'on coupe la tête d'un professeur d'histoire parce qu'il a parlé de ces caricatures. Ce n'est pas du même ordre, ça ne dit pas la même chose. Donc, ou que vous cautionnez d'aller à Charlie Hebdo et de faire exploser la tête des dessinateurs. Ce n'est pas non plus du même ordre. Donc, comment concilier le fait qu'on peut appartenir à une même nation tout en ayant des visions, des valeurs un petit peu différentes sur un certain nombre d'éléments. Or, en France, le débat est très vite poussé à bout, très vite radicalisé, justement, autour de ça. C'est-à-dire, on est arabe ou on est français. On ne peut pas être arabe et français, par exemple, ce qui est une réalité que connaît une énorme partie de notre population. À une autre époque, on ne pouvait pas être juif et français, on le sait bien, hein, et on sait bien sur quoi ça a débouché. Donc, moi, je me bats en permanence pour permettre cette nuance du débat qui ouvre justement à la question des pluriappartenances. Dans le cadre de la famille, c'est fondamental. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de la loyauté verticale et la loyauté horizontale en ramenant finalement la loyauté verticale à la loyauté de sang. Et c'est vrai ce que ça a été dans notre culture jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que la verticalité, c'était la génétique, la biologie, la transmission qui n'était qu'une et unique, c'est-à-dire que la seule façon d'établir une généalogie était de collaber, si je peux dire, la génétique, la biologie, le légal, avec la reconnaissance de l'enfant et le fait d'élever cet enfant. C'est-à-dire que toutes les données de la parenté et de la parentalité étaient confondues dans la famille. Et c'était très simple. À ce moment-là, on savait ce que c'était qu'être loyal à sa famille ou ne pas être loyal. On voit aujourd'hui, avec cette ouverture de ce qu'est la famille, à quel point la question de la loyauté familiale et des loyautés verticales est devenue plus compliquée. Par exemple, la simple question du don de gamètes et du don de gamètes anonyme, ce que ça fait surgir, c'est-à-dire qu'un enfant soit né d'un père qui évidemment est son père, qui le reconnaît auprès de l'état civil comme étant son enfant, et en même temps du gamète d'un homme dont il est issu génétiquement, on voit ce que ça fait surgir en termes de conflit de loyauté invisible, si je peux dire, parfois inconscient et parfois non dit à l'intérieur de la famille et chez cet enfant. Or, qu'est-ce qui fait surgir le conflit de loyauté? C'est surtout une idéologie qui est qu'il n'y a qu'une forme de transmission et qu'il n'y a qu'une vraie forme
de filiation et de parenté, alors que si on ouvre le discours pour dire que les origines sont multiples, que les origines sont en multiples négociations, en multiples recréations pour un enfant, qui recrée ses parents au fur et à mesure où il avance dans son histoire, c'est-à-dire que les origines sont devant nous et non pas derrière nous, eh bien, ça permet justement de concilier les pièces d'un puzzle qui deviennent de plus en plus complexes. S'il y a une donneuse d'ovocytes, s'il y a une mère porteuse, s'il y a une adoption, bien évidemment, et vous l'avez dit, moi j'ai eu en charge des dizaines et des dizaines de familles pour qui le conflit de loyauté au moment de l'adolescence entre la famille de sang, comme vous dites, et la famille adoptante sont inconciliables pour l'enfant, et ça ne peut se faire qu'en ouvrant la possibilité de concilier des appartenances multiples et indissociables. Et donc, dernier petit point, je vous en dirai un mot, ce qui sont ces questions de genre telles qu'elles se posent aujourd'hui. C'est-à-dire que mon dernier livre porte sur ma clinique, sur des jeunes qui ne veulent plus se nommer et s'identifier comme étant garçons ou filles, et qui sont dans la neutralité de genre, dans la pansexualité, dans la transition de genre, etc. Et que là aussi, il pose cette question de l'appartenance. C'est-à-dire, si tu es un garçon, tu dois appartenir au genre des garçons, et si tu es trop féminin, tu es traître à ton genre, c'est-à-dire tu es traître à ton appartenance. Tu es traître à ton appartenance sexuée parce que tu ne suis pas les règles et les normes de cette appartenance sexuée. Si tu es une fille et que tu es trop émancipée ou trop autoritaire ou trop dictateur ou je ne sais quoi, à ce moment-là, tu trahis tes appartenances à ton genre. Et ce que posent ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux autour de ce et ou de ce nini ou de ce ou, etc., eh bien, il repose finalement toute la question du genre dans notre société et de l'appartenance de genre. Je vois qu'il y a 14 chats, donc je vais être très prudente, mais je vais vous rassurer sur cette question de la verticalité, parce qu'un des menus que j'ai de mon enseignement international, c'est le menu des 5 dimensions du génogramme, où justement, j'utilise les 5 dimensions du génogramme pour montrer qu'on a un génogramme des liens biologiques, on a un génogramme des liens affectifs, on a un génogramme des liens, disons, de pouvoir, des liens légaux, on a un génogramme de ce qui est des gens qui se sont dévoués pour nous, à nous élever, donc qui on a reçu vis-à-vis, qui on est redevable, et on a un génogramme de cette dimension ontique des gens qui, on peut dire, servent de fond à notre figure. Et donc, c'est à travers ces 5 dimensions du génogramme qu'on peut replacer ces donneurs d'ovules dans la dimension 1 et dans la dimension 5 en particulier. Voilà. Dire qu'on refuse d'être genré, n'est-ce pas encore une fermeture? Je serais peut-être, dans ma préférence, si j'ose dire, c'est que c'est vrai que c'est un sujet relativement différent. Et je vous laisse la parole, mais c'est vrai que s'il y a des questions plus directement sur la loyauté, ce serait aussi essayer de les préparer pendant que Serge Fès vous répond. Tout dépend comment ce refus est posé. Si vous voulez, la question de l'enfermement, c'est toujours celui de l'enfermement identitaire. C'est-à-dire qu'on est toujours pris en tension entre le fait de se revendiquer d'une identité et le fait que cette identité peut être remise en question et remise en chantier. C'est toute la question de l'identité entre l'idem et l'ipsé, c'est-à-dire entre l'appartenance de groupe et l'identité singulière qui est la nôtre et qui est l'identité narrative, c'est-à-dire la façon dont on se raconte notre histoire comme sujet et notre façon d'être au monde. Donc, dire par exemple « je suis trans », ce que j'entends beaucoup, c'est une fermeture identitaire, mais de la même façon que de dire « je suis un homme » ou « je suis une femme ». C'est une certaine façon de fermeture identitaire parce que ça appelle après à poser la question « mais quel homme, quel genre d'homme es-tu ? Comment as-tu envie d'être un homme ? Comment as-tu envie d'être une femme ?» Et surtout aujourd'hui, où la question d'être homme ou être femme ne va pas de soi, mais demande une redéfinition de soi en permanence par rapport aux sociétés traditionnelles, où ce qui était la nôtre jusqu'à il n'y a pas si longtemps, où il n'y a qu'une façon d'être un homme ou d'être une femme. Alors, la question un peu vague, c'est le lien entre les actes délinquants et les adolescents adoptés. La question, en gros, adolescence chez un enfant adopté et délinquance. Là où je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est dans l'idée donc qu'il y a des jeunes qui, par essai, des jeunes qui, dans cette absence de lien avec les parents adoptifs, essayent
d'en créer un à travers le fait de repousser les parents de sang. Excuse-moi, je suis dyslexique tout à l'heure maintenant. Les parents de sang, c'est ceux avec lesquels on essaie d'établir un lien. Les parents adoptifs, c'est les parents avec qui on a le lien puisqu'on vit avec eux, mais où en fait, par loyauté invisible, on va repousser les parents de sang pour d'une certaine manière, établir un lien avec les parents. Je continue d'être dyslexique, c'est peut-être la fatigue de l'heure. Donc, en repoussant les parents adoptifs, l'enfant adopte des comportements qui pourraient être destructeurs avec des caractéristiques du trouble des conduites. Donc, dans cette tentative de repousser les parents adoptifs, il peut y avoir des manifestations de comportement qui pourraient remplir les critères du trouble des comportements au sens strict du terme. Donc, du trouble des conduites, je m'excuse, du trouble des conduites. Donc, ça, c'est un élément. Il y a un autre élément auquel il faut peut-être penser, c'est un petit peu différent, c'est celui d'enfants qui ont été adoptés, où on connaît l'histoire de leurs parents, qui sont des parents qui ont eu un parcours de troubles des conduites, qui ont été des parents, par exemple, c'est des jeunes qui ont un enfant très très vite, qui sont ensuite peut-être même incarcérés pour des histoires de drogue ou différentes choses, et en fait qui n'élèvent pas leur enfant, mais dont on sait qu'ils avaient un trouble des conduites. Alors là, on a un souci pour le point de vue de la thérapie contextuelle, c'est que si on est un petit peu dans la même histoire que les enfants de djihadistes, c'est que si les parents adoptifs s'inquiètent du fait que leurs enfants adoptés puissent devenir des enfants qui présentent des troubles des conduites parce qu'ils ont eu cette influence et ensuite qu'ils s'accrochent à être sous la loupe de se demander que dès qu'un enfant commence à râler, est-ce qu'il pourrait devenir comme ses parents de sang et est-ce qu'il pourrait devenir aussi antisocial que ses parents de sang? Alors, le fait d'avoir cette vision négative sur le parent de sang qu'on anticipe de retrouver chez l'enfant adopté pourrait l'inciter, lui, justement, à ce moment-là, si on ne lui laisse pas de possibilité d'être loyal à ses parents de sang d'une autre manière, c'est d'être loyal envers eux en reproduisant leur comportement. Et donc, encore une fois, pour revenir à toute la question de cette histoire même de la laïcité qu'on a abordée tout à l'heure, pour le thérapeute contextuel, l'issue aux problèmes liés à la loyauté invisible, c'est de penser que si on aide à un jeune à exprimer sa loyauté aux uns, il deviendra plus libre de l'offrir aux autres. Et que dans ce sens-là, du point de vue de la société, la fidélisation de ces jeunes passerait justement par la possibilité qu'on leur donne d'être fidèles à leurs origines et qu'on parle d'une loyauté invisible qui est la loyauté de deux moins, c'est ni loyal à l'autre, ni loyal au premier, ni loyal au deuxième, mais indirectement plus loyal au premier, à une loyauté directe, positive, à la fois loyale à l'un et à l'autre. Et donc, la société qui permet à des jeunes de trouver des moyens d'offrir leur loyauté à leur famille d'origine, au sens famille immigrante ou dans une religion différente, fidéliseront beaucoup plus ces jeunes qu'en leur interdisant d'avoir ce lien. Par rapport à la loyauté invisible, comment les membres d'une famille d'une personne qui aurait commis un acte terroriste en France pourrait-il garder une vision positive de cette personne? Par rapport à ça, si on prend pour ce que j'ai comme notion, en fait, parce que j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas des terroristes, mais je veux dire, les jeunes avec des troubles des conduites, c'est des jeunes qui ont eu des attitudes qui étaient parfois extrêmement négatives, qui ont vraiment, causé des dommages. Et en fait, si on veut, c'est cette notion, en fait, à la fois d'humanisme réaliste ou de partialité, de partialité multidirectionnelle, c'est en fait d'humanisme réalisme, c'est dans le sens de penser qu'une personne qui a commis des actes horribles n'est pas
absolument au départ quelqu'un qui est absolument incapable de pouvoir donner et que dans ce sens-là, même les gens les pires, même par exemple les criminels les pires, on voit par exemple des criminels des criminels en série qui sont arrêtés à la suite de pas mal d'années où ils ont commis des crimes et qui en fait on les retrouve, par exemple c'était le cas de ce qu'on appelle BTK qui était Bind, Torture, Kill, qui était un type qui donc tuait des gens, des femmes après les avoir étranglées et on a retrouvé sa trace à travers la technologie des computers et en fait où on a pu retrouver sa trace et il était en fait diacre dans une paroisse absolument capable de donner avec une famille qui n'avait jamais perçu n'avait aucune idée de cette histoire. Donc en ce sens-là, pour ce qui est de la question des terroristes djihadistes, c'est le fait d'imaginer, enfin de réaliser, ce qui n'est pas une imagination, c'est que malgré les actes les plus horribles qu'ils ont commis, ils ont quand même, à un moment donné, été capables de donner, été capables même d'offrir leur loyauté à un groupe horrible. L'offre de loyauté sincère est déjà une qualité, je pourrais dire une qualité morale, si on peut dire. Donc, par rapport à ça, on peut retrouver des pistes de ces qualités qui fait qu'on les démonstrifie, si j'ose dire, quelque part. Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir exprimer une loyauté qui conduit à des expressions destructrices comme les troubles des conduites? Comment stimuler chez un jeune l'esprit critique, l'esprit critique sur des valeurs malgré des loyautés? Je reprends la question de ces jeunes qui sont laissés seuls à devoir résoudre des conflits de loyauté, des jeunes qui sont seuls dans des clivages de loyauté, qui sont comme une énorme injustice. C'est un vécu extrêmement dur, le vécu de conflit de clivage de loyauté. Et donc, ils ont ce qu'on appelle, ce que la thérapie contextuelle appelle une légitimité destructive. C'est qu'en même temps, ils ont une légitimité en tant que victimes d'injustice, et en même temps, ils se rattrapent de cette injustice d'une manière qui est destructive pour les autres. Donc, c'est là qu'on peut avoir cet enchaînement avec le trouble des conduites. Et par rapport au travail à faire avec eux et à la question qui est partie sur l'histoire de valeurs, en fait, dans les jeunes avec qui j'ai travaillé très, très peu sur la question des valeurs, mais sur la question de de leur ouvrir la possibilité de donner à travers des gestes. Et là, je ne sais pas si ça existe à Strasbourg, est-ce qu'il y a la notion d'un goût de reviens-y. Un goût de reviens-y, des petits biscuits qu'on pense laisser sur la table, mais qu'on finit quand même. Et là, dans la question de cette remotivation à donner, et quand on a par exemple un parent qui se montre injuste par rapport à un enfant, par rapport à qui parentifie un enfant, qui en fait s'accapare un enfant et qui en fait demande à cet enfant d'être présent pour lui plus qu'il est capable d'être présent pour son enfant. Pour retourner cette situation, on ne va pas essayer d'aller dans des discussions, mais de prendre des situations extrêmement simples où cette personne peut faire l'expérience qu'en faisant un tout petit peu plus pour l'autre, elle gagne quelque chose pour elle. Mais il faut trouver un moment qui soit aussi plausible que possible pour cette personne. Donc, ce n'est pas de devoir la changer comme ça, mais c'est de trouver, par exemple, c'est pas pour un éducateur, par exemple, qui a un jeune qui est présent des troubles des conduites et qui est en maison d'éducation, par exemple, et un parent qui arrive toujours en retard, qui manque toujours son bus, qui aggrave la situation que le garçon, à ce moment-là, dit « moi, je suis toujours celui qui reste en dernier à l'institution », qui commence à péter les plombs, qui commence à s'agiter. On pourrait, par exemple, voir avec ce parent, en fait, quelle est la fête qu'il n'arrive pas à prendre le bus d'avant. Ce n'est pas de la grande thérapie, sauf que si cette personne peut faire ce geste, elle va se sentir un tout petit peu moins mal d'avoir pu faire quelque chose pour son enfant, qui va à ce moment-là, cette nouvelle expérience d'une sorte d'augmentation de la valeur de soi à travers le geste de donner, va la remotiver à peut-être faire un tout petit peu plus loin. Et donc, c'est vraiment là où cette
Cette intervention, elle se passe au sujet d'un moment qu'on saisit, où il y a l'aiguillage qui s'ouvre entre donner ou prendre, et où on s'arrête au moment de cet aiguillage pour aider la personne à saisir le moment de possibilité de donner, et qu'à ce moment-là, c'est cette expérience même qui devient une source de motivation, que après tout, ça a quand même bon goût et on pourrait essayer une deuxième fois. Mais donc, c'est une intervention très modeste pour parler, pour sortir de la spirale de la légitimité destructive, qui est une spirale qui va en s'aggravant, c'est-à-dire plus on s'en prend les autres, plus les autres nous punissent, plus cette punition devient une source de légitimité pour s'en prendre encore plus aux autres, jusqu'au moment où on peut arriver même à la prison, et de retourner ça vers s'engager vers une spirale de ce qu'on appelle la légitimité constructive, qui viserait à ce que dans cette expérience du geste qu'on fait pour l'autre, de la réponse de l'autre qui est moins négative parce qu'il est l'objet de ce geste, on retrouve à ce moment-là la possibilité de s'engager dans cette spirale de légitimité constructive. Et ça, c'est vraiment la notion du moment thérapeutique en thérapie contextuelle. La thérapie contextuelle a des buts généraux, comme toutes les autres formes de thérapie, diminuer la pathologie, augmenter la résilience. Mais sur le plan des injustices, de la parentification, des troubles des conduites, c'est l'idée de sortir de la spirale de la légitimité destructive pour s'engager dans la spirale de la légitimité constructive. Et pour ce qui est des loyautés, c'est l'expression directe et non constructive des loyautés au lieu des expressions indirectes et destructives. Donc ce seraient les deux, en résumé, puisqu'on arrive maintenant à cette fin de présentation, c'est vraiment les deux points centraux de l'approche contextuelle. Pour l'adolescent, comment répondre à ses envies, à ses besoins, sachant que la période de l'adolescence est une période de transition. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut vraiment? Comment répondre à la loyauté familiale face à cela? Oui, c'est une période de transition, c'est une période d'incertitude. C'est pour ça qu'il faut laisser les questions ouvertes et c'est ce qu'on fait. On les accompagne, ces adolescents, on est au plus proche d'eux, on essaye de les aider à avancer par rapport à leur questionnement. C'est-à-dire que on se méfie aussi, effectivement, et c'est comme ça a été posé par tout à l'heure, c'est-à-dire par l'identification à la transidentité, par exemple, qui est quelque chose aussi à quoi on a affaire au moment de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'illusion que c'est cette voie-là qui va permettre de répondre à tous les questionnements, à toutes les fêlures, à tous les atermoiements intérieurs, à toutes les questions par rapport à la sexualité qui peuvent se poser. Or, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément, loin de là. Donc, il s'agit vraiment de faire le travail de psychothérapie auquel on est habitué, qui est un peu un travail de désidentification, c'est-à-dire aussi bien les identifications genrées de soi comme garçon et comme fille, que éventuellement les identifications à un discours trans ou à une idéologie trans qui peut aussi prendre le dessus. Et répondre à la famille, c'est aussi accompagner la famille dans la façon dont ils vont accompagner cet adolescent dans sa trajectoire, sachant que c'est quand même des ados qui souvent vont sont très en difficulté. Donc, il faut les accompagner eux, parfois les accompagner à l'école. C'est souvent des ados qui sont dans des positions de persécution, de bouc émissaire à l'école, etc. Enfin bon, il y a un vrai boulot pour les remettre dans un circuit. Ils vont pouvoir développer une bonne estime d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Catherine Ducommun-Nagy. Plusieurs personnes aimeraient vous demander de revenir, si vous le voulez bien, sur les 4e et 5e dimensions du génogramme que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure. Donc, si on prend cette idée, c'est que dans un génogramme, comme on les construit en thérapie familiale en général, on se trouve très vite coincé par la question de savoir où est-ce qu'on met la bonne qui a été très très dévouée, avec qui on a développé une relation d'attachement, où est-ce qu'on met le producteur d'ovules ou de sperme, et en ce moment-là on arrive dans des gribouillages compliqués, on essaye de mettre ci, de mettre ça. Et alors du point de vue technique, donc il s'agit d'une manière de dessiner le génogramme où en fait on utilise des couleurs différentes pour entourer les personnes qui ont eu un rôle parental dans une dimension et dans l'autre. Donc ça, c'est la partie technique. On utilise des couleurs différentes. Donc on arrive avec un génogramme où il y a un certain nombre de personnes entourées
Donc, on met ces personnes qui sont les donneurs d'ovules ou de sperme, des géniteurs biologiques. On peut mettre aussi même une mère porteuse, par exemple, qui est une parent biologique. Hein, si elle mourait dans un accident de voiture, l'enfant ne serait pas là. Donc, dans ce sens-là, alors, pour ce qui est des liens biologiques, ça devient relativement facile à comprendre. On entre dans ce génogramme de toutes ces personnes. Sur les liens d'attachement, c'est la personne qui vous décrit avec qui elle se sent attachée ou pas, quel lien d'attachement elle a créé. Sur la question transactionnelle, c'est quelles étaient les personnes qui avaient ce rapport de pouvoir. Alors, sur la dimension 4, c'est vraiment dans la famille habituelle, si on peut dire, on a des familles où toutes ces dimensions se superposent. C'est des parents génétiques qui ont été, comme on disait tout à l'heure, des familles anciennes. Le parent génétique est le parent de sang, qui est le parent d'attachement, qui est le parent transactionnel, qui est le parent qui se dévoue, qui est le parent qui est source d'identité, soit autre au sens de la dimension ontique. Et puis à ce moment-là, dans d'autres situations, ces différentes dimensions se diffusent. Alors, on peut avoir par exemple l'enfant pour la dimension 4 qui doit à ce moment-là, qui va entourer le parent adoptif qui a été la personne qui s'est dévouée pour lui, dont il a reçu la sollicitude parentale, si on peut dire, l'engagement parental. Donc, cette personne va être le parent dans la dimension 4, alors que le parent de sang, on va le retrouver que dans la dimension 1, par exemple. Donc ça, c'est là. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui reconnaissent avoir été extrêmement aidées et être redevables pour leur vie de quelqu'un qui peut être la voisine, qui a vraiment été là pour eux, qui a vraiment aidé. Ça peut être un parent éloigné. Ça peut être un instituteur qui s'est vraiment engagé à écouter ce jeune, à lui offrir une direction dans sa vie alors que les adultes l'avaient abandonné. Ça peut être différents types de personnes. Donc ça, c'est la dimension 4. Et puis dans la dimension 5, alors la dimension 5 est le plus difficile à expliquer. Et si jamais vous avez vu le film Seul au monde, on voit l'histoire du naufragé qui dessine un visage sur ce ballon, Wilson, et en fait ce ballon permet une continuité soi-autre à travers une contraposition d'un non-soi qui est le ballon et du soi qui est confirmé par la présence de ballon, et on sait que quand le ballon tombe dans l'eau, ce naufragé est très 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 désarçonné par la perte de ce ballon parce qu'il y a vraiment un investissement comme source de continuité du soi. Alors, nous, on n'a heureusement pas besoin de ballons, mais on a besoin de gens. Donc, on a des gens dans notre vie qui ont une importance beaucoup plus importante que d'autres dans cette constitution de la relation soi-autre. Alors, dans la famille ordinaire, ça devient de nouveau les parents, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et alors, on a même des gens, par rapport à cette dimension, qui vont mettre dans leur génogramme une Bible ou un Coran en disant que finalement, à quelque part, c'est dans la relation à cette cause ou à cette foi qu'ils trouvent, eux, le plus de constituants du soi qu'ils n'ont pas trouvé dans des relations avec les autres, par exemple. Donc, dans cette dimension 5, on n'est pas forcément dans le fait d'y trouver une personne, ça peut être aussi le ballon Wilson, ça peut être aussi une cause, et c'est généralement les parents de sang, ou ça peut être des personnages importants qu'on a rencontrés, qui ont vraiment été constituants pour cette continuité soit autre qui est différente de la projection, qui est différente de l'intériorisation, de l'attachement. C'est vraiment quelque chose qui est séparé. Donc, quand on parle de ces 5 dimensions, elles existent toujours, elles sont toujours présentes en même temps. C'est une manière de déplier la situation relationnelle que d'évoquer ces 5 dimensions comme on déplie un dépliant pour mieux les voir, mais elles existent toujours constamment ensemble. Et donc, dans ce sens-là, cette dimension ontique, elle est l'aspect de nos relations qui est existentiellement constituant de la relation soi-autre au sens de la philosophie existentielle du rapport je-tu de Buber. J'en profite pour signaler qu'on a élaboré un génolabo
qui est un outil de construction de génogrammes en 3D sous forme de jeu avec différents types de pièces en bois. Je parle sous ton contrôle, Sébastien. Il me semble que c'est un outil sur lequel on pourra revenir peut-être lors d'une future journée parce qu'il peut intégrer, si j'ai bien tout compris, n'étant pas forcément spécialiste de mon côté quand même en matière systémique, mais je pense qu'il peut intégrer toutes les dimensions que vous évoquez, Madame Ducomin-Nagy. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de continuer d'avancer sur ces sujets. D'accord. Alors, déjà, on voulait remercier chaleureusement les intervenants pour leurs apports et éclairages tant théoriques que sur les vignettes cliniques. On voulait remercier également Réseau Virage pour la richesse du choix des intervenants et l'organisation globale de la journée qui nous a permis de ne pas l'annuler et de composer avec le chaos annuel provoqué par les conséquences du virus, les attentats, et qui atteint nos libertés. À ce sujet, je souhaitais citer Moni El-Kaïm. Notre prison réside dans l'unicité du chemin qui se profile devant nous. Notre liberté peut se formuler comme l'ouverture d'autres possibles et notre devoir d'homme comme l'accession à cette liberté. On voulait également remercier les participants qui étaient très nombreux. Et par ailleurs, nous rappelons que cette journée d'études fait partie des 3 journées d'études annuelles incluses dans le cycle des formations que le CIRPA propose. Et nous avons aussi donc prévu avec Réseau Virage en 2021 une autre journée et une porte ouverte à un partenariat. Voilà. Et pour finir, je cite à nouveau Moni El-Kaïm, mais pour reprendre un petit peu l'illustration de Catherine Ducomin-Nagy, Moni El-Kaïm qui explique à propos de la différenciation que chaque membre de la famille sait dire non à l'autre sans se sentir coupable et oui sans en souffrir. Ils ont alors l'impression qu'ils choisissent leur décision, qu'elle leur appartient et qu'ils peuvent l'assumer. Murray Bowen insistait sur l'importance d'une telle différenciation. Pouvoir dire oui sans rancœur et non sans culpabilité était pour lui le signe d'une différenciation réussie. Encore merci pour cette belle journée.